Bonsoir à tous. Si vous ne m'entendez pas, faites-moi signe, d'accord? Alors on va commencer. Bonsoir à tous. C'est Dr Araibia, résidente en cardiologie. Cette fois-ci, nous allons entamer l'embolie pulmonaire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un résumé englobant les notions les plus importantes de votre cours. Ensuite, nous ferons 4 cas cliniques avec différents QCM. Alors l'embolie pulmonaire, c'est quoi? C'est tout simplement l'obstruction d'une ou de plusieurs S'il branches vous de plaît, l'artère pulmonaire. est-ce que vous pouvez partager l'écran? Ah, je l'ai pas partagé. Attends, je vais réessayer. Je pensais qu'il était partagé. Voilà, c'est fait normalement. Oui, essayer, s'il Voilà. vous plaît. Très bien. Merci. Alors, l'embolie pulmonaire. C'est quoi l'embolie pulmonaire? C'est l'obstruction d'une ou de plusieurs branches de l'artère pulmonaire. Elle est due le plus souvent à la migration d'un thrombus à partir d'une TVP. Il faut noter que 50% des cas d'embolie pulmonaire sont accompagnés de TVP. Elle représente à la fois une urgence diagnostic et thérapeutique. C'est l'un des diagnostics les plus difficiles en médecine. Elle est très souvent sous-diagnostiquée car son tableau clinique est en réalité la plupart du temps en pratique atypique. C'est pour cela que dès que l'on suspecte une embolie pulmonaire, il faut s'acharner à l'éliminer. D'accord? Donc, pour faire ce fameux diagnostic, on va s'aider, de la clinique. Ensuite, nous allons rechercher à l'interrogatoire les fameux facteurs de risque thromboemboliques. Pour la clinique, vous avez bien entendu la dyspnée, qui est le signe le plus constant de l'embolie pulmonaire. Le plus souvent, elle est brutale. Elle peut aller de la dyspnée d'effort au syndrome de détresse respiratoire aiguë. Et c'est pour cela que vous devez noter que si un patient vient pour une dyspnée d'effort, vous avez le droit de suspecter une embolie pulmonaire. C'est-à-dire que je ne suis pas obligée d'avoir un patient qui désature, qui est en détresse respiratoire pour penser à l'embolie pulmonaire, d'accord. Deuxièmement, nous avons la douleur thoracique qui est en général pleuritique, donc c'est une douleur qui est basi-thoracique, mais je peux avoir une douleur qui va mimer la douleur du syndrome coronaire aigu, donc à savoir une douleur rétrosternale constrictive. Je peux avoir aussi une douleur au niveau de l'hypocondre droit, d'accord. Donc on voit que c'est pas très typique tout le temps. D'autres signes cliniques, donc on peut avoir une toux, une hémoptysie, surtout dans le cas de l'infarctus pulmonaire, qui est une complication assez rare de l'embolie pulmonaire. On peut avoir des signes d'insuffisance cardiaque droite ou des signes d'état de choc. Ce sont des embolies pulmonaires massives en général, c'est des embolies pulmonaires qui sont sévères. Je peux avoir une hyperthermie et une tachycardie. La tachycardie, elle est dite plus importante que ne le voudrait la fièvre. C'est-à-dire, j'aurai une fièvre à peu près à 38 degrés avec une tachycardie très importante. Ça s'appelle le pouls de Mahler. D'accord? L'anormalité de l'auscultation pulmonaire est un élément très important pour confirmer le diagnostic d'embolie pulmonaire. On dit que devant toute dyspnée aiguë avec une auscultation pulmonaire libre est une embolie pulmonaire jusqu'à preuve du contraire. Et enfin, l'ECG qui fait partie intégrante de l'examen clinique, comme vous le savez déjà très bien. Alors, les signes électriques, il faut savoir d'abord que ce sont des signes qui ne sont pas du tout spécifiques à l'embolie pulmonaire, de 1. De 2, ce sont des signes qui sont inconstants et ils sont fugaces, c'est-à-dire qu'ils apparaissent et qu'ils disparaissent, ils sont en quelque sorte paroxystiques. Donc, d'où l'intérêt de refaire plusieurs ECG aussi quand on suspecte une embolie pulmonaire. Le signe le plus constant à l'ECG, c'est la tachycardie sinusale. D'accord. Les autres signes, ce sont des signes en fait de surcharge des cavités droites. Ce sont des signes de déviation axillaire droite. Donc vous avez le retard droit, le fameux BBD. Il peut être complet comme il peut être incomplet. Vous pouvez avoir donc une déviation axillaire droite, droite, qui se manifeste soit par un S1Q3, soit par des QRS positives en D1 et négatives en D1 et positives en AVF. D'accord. Vous pouvez avoir aussi des ontés négatives dans les dérivations axiales droites de V1 à V4 en général. Voilà pour le CG.
Ensuite, en fait, ce qu'il faudra faire dans l'embolie pulmonaire, c'est scorer cette embolie pulmonaire pour prédire la probabilité que ça soit réellement une embolie pulmonaire. On va s'aider de deux scores, c'est le score de Genève modifié et le score de Wells. Vous n'êtes pas vraiment obligé de les apprendre par cœur, il faudra juste retenir que pour le score de Wells, si je suspecte une embolie forte, une embolie très fortement probable, ça sera un cutoff supérieur à 11. Et pour le score de Wells, c'est un cutoff supérieur à 5. D'accord. Donc, à l'interrogatoire, il faudra rechercher les facteurs de risque thromboembolique. Donc, on va tout simplement citer. Nous avons en général un âge qui est supérieur à 65 ans, des antécédents de maladies thromboemboliques, une chirurgie récente, donc inférieure à un mois. Et il faut savoir que les chirurgies en fait diffèrent par le risque thromboembolique. Une chirurgie orthopédique ou obstétricale a un risque très élevé d'embolie pulmonaire. Par contre, une chirurgie viscérale a un risque intermédiaire. Une chirurgie ophtalmique, c'est un risque qui est faible en général. D'accord. Vous avez aussi le cancer actif, vous avez tout ce qui est immobilisation, alitement prolongé, donc à savoir voyage récent par exemple. Vous avez aussi l'obésité, d'accord, qu'il ne faudra pas oublier. Ensuite, quel examen complémentaire choisir? Donc là, j'ai suspecté une embolie pulmonaire, je me suis aidée de mes scores, je suspecte fortement une embolie pulmonaire. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ici, je suis dans l'obligation de faire une angio-TDM, un angio-scanner, d'accord? Et je vais faire cet angio-scan sans demander des dédimères. D'accord, les recommandations récentes insistent pour dire qu'en forte suspicion d'une embolie pulmonaire, on est en droit de faire un angioscanner directement. Parce qu'en fait, les dédimères, c'est une perte de temps en réalité. Je vais attendre 45 minutes à 1 heure, voire plus dans certains centres hospitaliers, alors que je suis quasi sûre que c'est une embolie pulmonaire. Pour l'angioscanner, eh bien, sachez que c'est l'examen de référence, l'examen star un petit peu de l'embolie pulmonaire. Il a une forte valeur prédictive négative et également une forte valeur prédictive positive. C'est-à-dire qu'il peut éliminer une embolie pulmonaire et que s'il est positif, il confirme en général une embolie pulmonaire. Très bien. Donc, par contre, si votre angioscanner, donc je vais vous donner un petit truc de pratique, c'est pas donc dans vos cas cliniques et tout, c'est pas en général le cas, mais en pratique, si vous suspectez fortement une embolie pulmonaire, par exemple, si j'ai un vieux âgé de plus de 80 ans qui a un cancer actif, qui est très dyspnéique, qui présente tous les signes électriques à l'ECG, etc. Je fais un angioscanner et qu'il est négatif, là, je suis en droit, en quelque sorte, de soit demander une relecture au radiologue, soit de faire une autre angio-TDM, soit de demander une scintigraphie pulmonaire. La scintigraphie pulmonaire a également une forte VPP, surtout lorsqu'elle est faite dans les premières 48 heures. Donc c'est un examen qui est très très utile aussi dans l'embolie pulmonaire. On l'utilise aussi, donc il a certaines indications, on l'utilise notamment chez la femme enceinte et lors des contre-indications de l'angioscan, comme par exemple une allergie à l'injection d'iode, donc le produit de contraste, le fameux produit de contraste utilisé lors de l'angioscanner. D'accord. Une insuffisance rénale aussi, par exemple. Voilà. Et donc, cette fois-ci, donc l'autre cas, c'est quand vous aurez un risque faible ou intermédiaire, donc EP peu probable. Ici, vous allez demander vos dédimères que vous allez interpréter, bien entendu, selon l'âge de votre patient. Les dédimères ont une forte VPN, donc valeur prédictive négative. Ils servent surtout à éliminer une embolie pulmonaire. S'ils sont négatifs, je suis quasi sûre que je n'ai pas d'embolie pulmonaire. S'ils sont positifs, eh bien, j'irai vers l'angioscanner. Un petit mot sur l'ETT. Donc l'ETT, on l'utilise surtout pour prédire le risque en fait, le risque de mortalité de l'embolie pulmonaire. Ce n'est pas un examen avec lequel on confirme une embolie pulmonaire, sauf dans le cas où on retrouve les signes directs d'embolie pulmonaire et c'est très très rare. D'accord, c'est très très rare en fait de retrouver un thrombus au niveau de l'artère pulmonaire ou de pouvoir visualiser ce thrombus dans les cavités droites. D'accord, donc en général, on l'utilise pour stratifier le risque. Le risque, comment on le stratifie, c'est le fameux CPA, donc cœur pulmonaire aigu. C'est tout simplement les signes indirects d'embolie pulmonaire. D'accord, donc je visualiserai un VD qui sera très dilaté, qui sera
hypokinétique et qui viendra comprimer mon VG, c'est le fameux septum paradoxal. D'accord? Je retrouverai aussi des signes d'HTP. Donc, notez que l'HTP à l'échographie, c'est surtout une probabilité, d'accord? On ne confirme jamais une HTP à l'écho. D'ailleurs, dans les comptes rendus, on va écrire HTP de faible à moyenne à forte probabilité. La confirmation de l'HTP se fait par le cathétérisme cardiaque. D'accord. Donc, un petit point physiopathologique grâce à l'ETT. Donc, on a dit que ce VD va venir comprimer le VG. Donc, en réalité, ça va créer une indiastolie du VG. D'accord. Donc, le VG ne va pas se remplir assez, il n'aura pas assez de sang à éjecter, ce qui pourra éventuellement créer un bas débit cardiaque et un état de choc, un réel état de choc cardiogénique. Et bien sûr, tout ce qui est insuffisance cardiaque, donc signe d'insuffisance cardiaque droite et même gauche. La stratification du risque. Alors, il faut savoir que c'est la première étape de la prise en charge. Il faut absolument stratifier le risque de votre embolie pulmonaire pour pouvoir choisir le traitement adapté. Alors, comment je vais stratifier ce risque? Premièrement, je vais mettre de la clinique, d'accord? Donc, je vais rechercher une hypotension, je vais rechercher les signes d'état de choc, très très important. Donc, si je les ai, ça va directement classer cette embolie pulmonaire en embolie pulmonaire sévère à risque élevé de mortalité. J'ai également d'autres signes qui ne sont pas très très importants pour vous à retenir, mais c'est, bon, on va dire les signes d'insuffisance cardiaque, très très intenses, les signes par exemple d'insuffisance respiratoire, la syncope, qui signe en général un bas débit cardiaque, d'accord? Mais vous retenez surtout l'état de choc et l'hypotension, d'accord? Ensuite, nous avons tout ce qui est examen complémentaire. Donc, premièrement, les examens complémentaires biologiques, à savoir le dosage des troponines et le dosage des NT-proBNP. Une fois que vous avez ces deux paramètres qui sont augmentés, ça va vous classer directement en risque intermédiaire, d'accord? Ensuite, le fameux CPA retrouvé à l'écho-cœur. Si je retrouve un corps pulmonaire aigu, je vais classer également mon embolie pulmonaire en risque intermédiaire. Je mettrai aussi du score de PESI-S, donc c'est le PESI modifié parce que le score de PESI il est assez long. Le modifié, donc il a quelques critères importants à connaître, c'est l'âge supérieur à 80 ans. Vous avez par exemple la tachycardie supérieure à 110 battements par minute, la saturation inférieure à 90%, le cancer actif par exemple aussi. Si vous avez un seul critère parmi ces critères de PESI, eh bien vous classez votre embolie pulmonaire en risque intermédiaire. Voilà. Pour le risque faible, donc vous remarquez sur le tableau que tous les examens seront négatifs. D'accord? Donc tout ce qu'on a cité, c'est négatif dans le risque faible. Notez aussi que le risque faible, c'est le seul cas où je pourrais traiter mon embolie pulmonaire en ambulatoire. C'est-à-dire, j'ai confirmé mon embolie pulmonaire au pavillon des urgences. Ensuite, je la stratifie. Si je trouve que tout est négatif, c'est un risque faible, je peux renvoyer mon patient à la maison. Maintenant, comment traiter cette embolie pulmonaire? Donc, on a stratifié notre risque. Si c'est un risque qui est élevé, je procéderai directement à la thrombolyse. En général, quand le risque est élevé, donc patient en état de choc, etc., je commence une anticoagulation. En pratique, on commence par les HNF. Ensuite, on fait un angioscanner en extrême urgence. On confirme l'embolie pulmonaire et on thrombolyse. Pour la thrombolyse, on utilise l'atéplase. D'accord? Si mon embolie pulmonaire est à risque intermédiaire ou à risque faible, ici, j'irai plutôt vers l'anticoagulation. Qu'est-ce que je vais utiliser pour l'anticoagulation? Ici, j'ai le choix. Donc, j'utiliserai soit les HNF ou les HBPN, soit les AVK, ou plutôt les deux ensemble, grâce au fameux relais HBPM AVK. Et j'ai le choix aussi d'utiliser les AOD. En pratique, on utilise beaucoup plus les AOD car c'est très très facile à prescrire. Je n'ai pas de surveillance à faire, contrairement aux AVK, donc où je dois surveiller mon INR, etc. Donc voilà pour le petit résumé. Nous détaillerons tout ce qui reste dans les cas cliniques. On va commencer donc les cas cliniques. Voilà. Alors, premier cas clinique, c'est Madame NG, âgée de 45 ans. Elle s'est présentée aux urgences en raison d'une dyspnée survenue il y a 3 jours. Donc, c'est une dyspnée qui est aiguë. L'interrogatoire révèle la notion d'une fracture tibiale opérée il y a 1 semaine. Donc, 45 ans, est-ce que c'est un facteur de risque thromboembolique? Non.
On a dit que c'était supérieur à 65 ans. Elle s'est présentée aux urgences pour une dyspnée qui est aiguë. Donc ici, on devrait caractériser notre dyspnée. Donc est-ce que ma dyspnée est aiguë? Est-ce qu'elle est chronique? Je peux aussi la stader selon la NYHA. Est-ce que c'est une dyspnée d'effort? Est-ce que c'est une dyspnée de repos? Est-ce que j'ai de l'orthopnée? C'est-à-dire, est-ce que c'est une dyspnée qui est modifiée par la position allongée? D'accord. Est-ce qu'il y a des positions qui soulagent cette dyspnée, etc. Est-ce qu'elle est accompagnée d'une douleur thoracique? Donc ici, c'est un petit peu ce que vous devrez faire en pratique, d'accord? L'interrogatoire révèle la notion d'une fracture tibiale, donc fracture tibiale opérée il y a une semaine. Une semaine, c'est inférieur à un mois, risque thromboembolique très élevé, et chirurgie orthopédique. Très bien. Aux urgences, tension artérielle à 12,7, bonne tension, elle sature bien sous air ambiant, fréquence cardiaque à 120 battements par minute. Ici, c'est une fréquence cardiaque qui est supérieure à 110. Donc, quand vous faites les cas cliniques d'embolie pulmonaire, et un petit peu les réflexes de vérifier si c'est supérieur à 110 battements par minute, car le score de PESI, en fait, précise que si c'est supérieur à 110 battements par minute, c'est un critère pour classer votre embolie pulmonaire en risque intermédiaire. Donc, fréquence respiratoire à 28, elle est polypnéique, bonne température, examen clinique cardiaque et pulmonaire sans anomalie. Donc, on a dit qu'une dyspnée aiguë avec un examen pulmonaire, une auscultation pulmonaire sans anomalie est une EP jusqu'à preuve du contraire. Première question, ça s'est déconnecté. Encore une fois, je vais juste réentrer le mot de passe. Voilà. Alors, première question. Quelle est votre première hypothèse diagnostique? Donc, on y a répondu, c'est l'embolie pulmonaire. Deuxième question. Quel examen complémentaire allez-vous demander pour confirmer votre diagnostic? Alors, pour confirmer le diagnostic d'une embolie pulmonaire, vous avez en général deux examens. C'est soit l'angioscan, qui on a dit la star de l'embolie pulmonaire, soit la scintigraphie pulmonaire. Le reste des examens ne sont pas des examens qui vont confirmer le diagnostic, ils vont beaucoup plus m'orienter vers le diagnostic, donc notamment les dédimères. Je les utilise surtout pour infirmer l'embolie pulmonaire en réalité. Les gaz du sang, il faut savoir que devant toute dyspnée aiguë, on sera dans l'obligation de réaliser une gazométrie. Les troponines et les BNP, on a dit qu'on les utilisait pour stratifier le risque d'une embolie pulmonaire. Donc ici, la réponse est un angioscanner thoracique. Bien sûr, si la femme si la femme n'est pas enceinte, si on n'a pas de contre-indication, etc. Troisième question. Dans le cas où la gazométrie est réalisée, qu'attendez-vous? Donc, embolie pulmonaire, en général, on a une hyperventilation. Donc, ça commence d'abord par une hypoxémie. Cette hypoxémie, en fait, va aller activer les chémorécepteurs, etc. Ça va créer donc une hyperventilation se manifestant par une polypnée. Qui dit polypnée dit pression artérielle en CO2 qui va diminuer et donc alcalose respiratoire. Et c'est très très spécifique de l'embolie pulmonaire. Retenez, embolie pulmonaire égale alcalose respiratoire. Un ECG est réalisé chez la patiente. Donc le CG, donc on va interpréter le CG. Ici, on voit déjà que c'est un rythme qui est sinusal. On voit qu'on a une tachycardie, donc tachycardie sinusale. On a un aspect de BBD, un aspect de bloc de branche 3. En général, c'est le RSR,
D'accord? On a des ondes de T qui sont négatives de V1 à V3 et aussi donc en inférieur, dans les dérivations inférieures. Ensuite, on va regarder notre axe. Alors, je vois en D1 que mon axe est négatif, que plutôt mes QRS sont négatifs et qu'en AVF, ils sont positifs. Donc ici, déviation axiale droite. Je vais rechercher le fameux S1Q3. Donc oui, effectivement, j'ai un S1Q3. Donc quelles sont les réponses justes? Un aspect S1Q3 T3, très très spécifique de l'embolie pulmonaire. Un BBD incomplet, c'est juste. Donc comment savoir si c'est complet ou incomplet? Il suffit juste de regarder en fait la largeur de vos QRS. Si vos QRS sont larges, c'est complet, donc supérieur à 3 petits carreaux. Si vos QRS sont fins, eh bien ça sera un bloc qui sera incomplet. Une déviation axiale droite, oui, et une tachycardie sinusale. Il y a tous les signes électriques de l'embolie pulmonaire. Cinquième question. Le bilan de retentissement de notre patiente retrouve un VD non dilaté à l'échographie cardiaque, des troponines et des BNP qui sont normales à ce stade de la prise en charge de notre patiente. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on a dit qu'avant de commencer le traitement de l'embolie pulmonaire, il fallait stratifier le risque. Je vois que mes examens complémentaires sont négatifs, je vais au score de Plessy. On a dit tout à l'heure qu'on devait avoir pour réflexe, donc de regarder la fréquence cardiaque, supérieure à 110, j'ai un critère, et donc ça me classe directement mon embolie pulmonaire en risque intermédiaire. Est-ce qu'elle nécessite une hospitalisation en unité de soins intensifs? Absolument pas. Elle sature bien, elle a une bonne tension artérielle. Est-ce qu'elle peut être traitée en ambulatoire? Non, parce qu'on a dit que le seul cas où je pouvais traiter une embolie pulmonaire en ambulatoire, c'est lorsque l'embolie pulmonaire est à faible risque. Est-ce qu'elle présente un risque intermédiaire bas? Effectivement. Les AVK sont les seuls anticoagulants indiqués? Absolument pas. On a dit qu'on avait plusieurs choix. Un traitement par les héparines non fractionnées est obligatoire? Non. Pourquoi ça serait obligatoire? Voilà. Deuxième cas clinique. Donc, un homme âgé de 54 ans, hypertendu, tabagique, consulte au pavillon des urgences pour une dyspnée d'aggravation progressive, associée à une douleur basithoracique, évoluant depuis 48 heures. L'interrogatoire révèle également que le patient est suivi pour un cancer de la prostate au stade de soins palliatifs. Donc ici, on note la dyspnée, on note la douleur basithoracique. Donc c'est typique, on vous a donné le tableau typique, donc les signes fonctionnels typiques de l'embolie pulmonaire. Ce patient présente un cancer, donc c'est un facteur de risque thromboembolique très très important. Une tension artérielle à 8,5, donc le patient présente une hypotension. Une fréquence respiratoire à 35, c'est en général aussi un risque de gravité, un signe de syndrome de détresse respiratoire aiguë. L'examen clinique retrouve un rythme régulier à 110 battements par minute, donc une tachycardie sinusale, sans souffle ni bruit surajouté à l'auscultation cardiaque. L'auscultation pulmonaire retrouve un murmure vésiculaire bien perçu aux deux champs pulmonaires et symétrique. On a dit que c'était un signe qui allait m'orienter vers l'embolie. Le reste de l'examen met en évidence une jambe droite, rouge, tuméfiée, avec une douleur à type de lourdeur. Le réseau véno-superficiel paraît congestionné. Ici, vous allez deviner tout de suite que c'est une TVP. Donc, c'est un facteur qui va confirmer aussi que je suis devant une embolie pulmonaire. La saturation en air ambiant est à 93%, la température est à 37. Le dosage des troponines revient positif. Un ECG a été fait. Très bien. Donc, pour interpréter l'ECG, donc toujours, est-ce que c'est un rythme qui est régulier? Oui. Est-ce que c'est un rythme qui est sinusal? Oui. Est-ce que j'ai une tachycardie? J'ai une tachycardie. Ensuite, je vais voir mon axe. D'accord. Donc ici, je vois aussi que mon axe est dévié à droite et est-ce que j'ai le S1Q3? J'ai un S et j'ai le Q. D'accord. Donc, en fait, notez que l'onde Q au niveau de la dérivation D3, elle est en général petite, hein. Donc, si elle se manifeste juste comme ça, vous pouvez dire que vous avez un Q3. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une Q très profonde, large, etc. Première question. Dans ce contexte clinique et électrique, quel diagnostic évoquez-vous? Donc, embolie pulmonaire, c'est évident.
Deuxième question. Quel score parmi les suivants peut aider au diagnostic? Donc, c'est le score de Genève. On a soit le score de Genève ou le score de Wells qui vont m'aider pour l'embolie pulmonaire. Le score de Grace, c'est un score qui est utilisé lors du syndrome coronaire aigu, surtout pour le NSTEMI, donc le ST-. C'est c'est un score en fait pour évaluer le risque ischémique. Le score de Schatz-Va, c'est un score qu'on utilise pour la fibrillation atriale, c'est un score thromboembolique également. Le score de SCORE, c'est pour évaluer le risque cardiovasculaire. Donc ici, c'est le score de Genève. Troisième question. Le diagnostic suspecté a été confirmé. Donc confirmé par quoi? Par un angioscan. On a fait un angioscanner. Ici, on suspecte fortement une embolie pulmonaire. Ici, j'ai envie de vous dire, même si je fais pas l'angioscan, je peux directement dire que c'est une embolie pulmonaire, tellement il y a absolument tous les signes de l'embolie pulmonaire. Donc, on a fait forcément un angioscan, on l'a confirmé. Quelle mesure thérapeutique préconisez-vous? Donc, directement, thrombolyse, d'accord. Dès que vous voyez une embolie pulmonaire avec une hypotension ou un état de choc, parce que hypotension ne veut pas dire état de choc, comme vous le savez très bien, vous allez thromboliser votre patient, d'accord. Est-ce qu'on peut ajouter un remplissage vasculaire? Oui. Je suis devant une hypotension, devant toute hypotension en général, je commence par remplir avec des macromolécules en général en cardiologie parce qu'on cherche à éviter l'OAP, donc on évite en général les SSI, etc. On remplit par du plasmagel, d'accord. Donc c'est la première étape en général à faire devant une hypotension. La quatrième question. Quel médicament doit être prescrit par la suite au long cours? Alors, aspirine, clopidogrel, etc., antiagrégants, je les enlève directement. Ensuite, je vois qu'ils ont mis tous les anticoagulants, d'accord. Donc, est-ce que je vais choisir les HBPN, HNF ou les AVK? Je vais revenir à mon cas clinique. Je vois que mon patient a un cancer, d'accord. En général, pour les patients cancéreux, on évite les AVK. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec toute la chimiothérapie, tous les soins palliatifs à côté, etc., c'est difficile d'atteindre l'INR cible. C'est très très difficile de surveiller votre patient cancéreux qui est sous AVK. D'accord? Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on donne du Lovenox, des HBPN. Les HNF, pareil. Les HNF nécessitent en général une hospitalisation parce que ça se fait à la seringue électrique, d'accord? Et c'est très pourvoyeur d'hémorragie. Donc, notez que chez un patient cancéreux, en général, ce sont les HBPN. Cinquième question. Très bien. Donc, quelle est la durée préconisée du traitement? En fait, pour décider un petit peu de la durée du traitement de l'embolie pulmonaire, il y a un tableau. Je ne sais pas si vous êtes obligé de le retenir, mais en tout cas, moi, ce que je vous dirais de retenir, c'est que les seules indications où on va anticoaguler notre patient à vie, c'est lorsque notre patient a un cancer, d'accord, donc cancer actif. C'est aussi quand mon patient présente des récidives d'une maladie thromboembolique, et en général on parle de récidive quand c'est la deuxième fois. Donc il fait l'embolie pulmonaire, il refait notre embolie pulmonaire, j'anticoagule à vie. Pareil pour la TVP. S'il me fait une TVP, ensuite il me fait une embolie pulmonaire, pareil, je vais anticoaguler à vie. La troisième situation, c'est une situation qu'on cite, oui, qu'on va dire on va anticoaguler à vie, mais en général, on va plutôt, c'est selon la maladie, c'est en fait les maladies thrombophiliques, d'accord. Donc ici c'est une discussion multidisciplinaire, on va discuter avec le médecin interniste, etc., pour voir si réellement on anticoagule à vie ou pas. Donc retenez cancer, retenez maladie thromboembolique récidivante et retenez les thrombophilies. Donc ici ça sera à vie, notre patient a un cancer. Quatrième cas clinique. Donc, une femme de 48 ans, hypertendue, consulte au pavillon des urgences pour une dyspnée d'aggravation progressive. Voilà, donc évoluant depuis 48 heures. L'interrogatoire révèle également que la patiente est suivie pour un cancer du sein droit au stade de métastase osseuse et pulmonaire.
L'examen clinique retrouve une tachycardie sinusale à 120 battements par minute, sans souffle ni bruit surajouté à l'auscultation cardiaque, une tension très très basse, donc elle fait un 7,5 de tension, une fréquence respiratoire à 35, l'auscultation pulmonaire et sans anomalie. Le reste de l'examen met en évidence une jambe droite, rouge et tuméfiée, avec une douleur de type de lourdeur, donc c'est à peu près le même cas clinique qu'on a vu. Elle désature cette fois-ci, elle a une bonne température. Un ECG a été fait. Donc on commence. Première question. Les anomalies électriques constatées à l'ECG. Donc on va interpréter notre ECG. Qu'est-ce qu'on voit? Donc premièrement, vous allez voir votre fréquence cardiaque. Est-ce que c'est une tachycardie? Oui, c'est une tachycardie. Est-ce que je suis en rythme sinusal? Je suis en rythme sinusal. Ensuite, je vais rechercher les signes de dérivation droite. Donc ici, je vois qu'on a plutôt un BID, d'accord? Donc c'est un aspect, donc je vois pas trop les petits carreaux ici, mais voilà, donc c'est un aspect de bloc de branche droit. Voilà, donc si on veut savoir s'il est complet ou incomplet, je vous ai dit, c'est par rapport à la largeur des QRS. Est-ce qu'on a le S1Q3? S, et voilà, donc on a un S1Q3, on a tous les signes de l'embolie pulmonaire encore une fois. Voilà, donc BBD incomplet, oui. Aspect S1Q3, tachycardie sinusale. Donc c'est 1, 3 et 5. Bon, notez qu'en pratique, vous pouvez avoir un ECG normal lors d'une embolie pulmonaire. Vous pouvez même avoir une embolie pulmonaire qui est massive avec un ECG normal. Donc, c'est pas très fiable, hein. D'accord? Notez aussi qu'en général, si on retrouve tous les signes typiques électriques à l'ECG, c'est en général une embolie pulmonaire massive. D'accord? Surtout la déviation axiale droite. Deuxième question. Dans ce contexte clinique et électrique, quel diagnostic évoquez-vous? La question ne se pose même plus ici. Troisième question. Vu la présentation clinique de cette patiente, quel est l'examen recommandé pour confirmer votre diagnostic? Donc on a dit, devant toute suspicion d'embolie pulmonaire, EP probable, fortement probable, ici j'irai faire un angioscanner directement, sans dosage des dédimères. Quatrième question. Le diagnostic suspecté a été confirmé, donc on a confirmé qu'on était devant une embolie pulmonaire. Quelles mesures thérapeutiques préconisez-vous en première intention? Donc toujours thrombolyse et remplissage vasculaire. Ici, on n'a fait que répéter ce qu'on a dit dans le cas clinique précédent. Cinquième question. Quel médicament doit être prescrit par la suite? C'est bien entendu l'anticoagulation, donc HBPM ou AOD. C'est la même chose parce que ma patiente est cancéreuse, d'accord? Après, si on vous pose la question, quoi choisir entre HBPM ou AOD, en réalité, en général, ils ont les mêmes contre-indications. Donc vous demanderez au patient est-ce qu'il peut se permettre d'acheter des AOD, parce qu'il faut savoir que les AOD sont un petit peu plus chers que les HBPM, tout simplement. Sixième question. Quelle est la durée préconisée du traitement que vous avez prescrit? Patiente cancéreuse, je l'anticoagule à vie. Quatrième cas clinique, donc ici j'ai choisi un dossier clinique, donc un dossier clinique de résident. Alors c'est monsieur ZA, âgé de 70 ans, consulte au pavillon des urgences pour dyspnée aiguë, survenue brutalement la veille, accompagnée d'une douleur thoracique latérale droite. Donc c'est une douleur thoracique, donc c'est une douleur basithoracique, c'est une douleur pleurétique, et ma dyspnée est aiguë. L'interrogatoire révèle que le patient est suivi pour néoplasie digestive, responsable d'une asthénie profonde, imposant par moment au patient de garder le lit, donc notion d'alitement prolongé. À l'examen, le patient est polypnéique, légèrement cyanosé, hypoxémie. L'auscultation cardiaque est sans anomalie, hormis un rythme cardiaque rapide et régulier à 115 battements par minute.
Tachycardie sinusale, d'accord. Si on vous avait dit que le rythme cardiaque était irrégulier, donc ici on vous oriente beaucoup plus vers une fibrillation atriale, par exemple. En général, la fibrillation atriale, ce n'est pas typique, on la retrouve pas dans l'embolie pulmonaire, mais on peut tout à fait la retrouver, hein. Surtout si le patient est déjà connu pour FA, ou même, en fait, la dilatation de l'OD ou de l'OG peut nous donner une FA de novo. Mais le truc le plus typique, en fait, c'est la tachycardie sinusale. Une tension artérielle à 11,7, bonne tension. L'auscultation pulmonaire est également normale. La température est de 38, donc hyperthermie. Les mollets sont souples et indolores. Donc notez que si vous suspectez, à chaque fois que vous suspectez une embolie pulmonaire, vous devez aller examiner les jambes de vos malades. D'accord? Vous devez rechercher une TVP associée. Parce qu'on a dit que dans la moitié des cas, une TVP est associée à une embolie pulmonaire. Sur le plan biologique, une FNS et une fonction rénale, donc elles sont correctes. En revanche, le dosage des troponines revient faiblement positif. Le CG retrouve une tachycardie sinusale avec un aspect S1Q3, très spécifique de l'embolie pulmonaire, sans anomalie significative de repolarisation. D'accord, donc ici on nous parle surtout des ondes T négatives. Les diagnostics à évoquer. Est-ce que je peux évoquer une pneumopathie droite? Oui, je peux évoquer une pneumopathie, surtout devant l'hyperthermie, donc là, devant la fièvre. Est-ce que j'évoque une endocardite infectieuse? Non, parce qu'une endocardite infectieuse, en général, donc c'est une fièvre prolongée, en général supérieure à 6 semaines, avec l'apparition d'un souffle. Donc non. Une embolie pulmonaire, bien entendu. Est-ce que je peux évoquer une péricardite? Pas réellement, d'accord, parce que la péricardite, donc il faut savoir que c'est très rare de retrouver une péricardite avec un ECG normal, de 1. On peut retrouver un ECG normal, mais c'est rare, d'accord. Et aussi, on nous a parlé en fait d'une FNS qui est normale. D'accord, on nous a pas cité de syndrome inflammatoire. C'est très rare d'avoir une péricardite avec ces conditions-là. Un syndrome coronaire aigu, oui. En fait, j'évoque un syndrome coronaire aigu devant absolument toute douleur thoracique. Ensuite, je vais un petit peu aller typer ma douleur thoracique. Je vais aller chercher mes facteurs de risque cardiovasculaire. Je vais faire un ECG, je vais refaire un ECG. D'accord. Mais le syndrome coronaire aigu, il est à évoquer ici. Donc, je vais enlever l'endocardite et la péricardite. Ça sera 1, 3 et 5. Deuxième question. Les examens complémentaires pour confirmer le diagnostic le plus probable. Donc, c'est quoi le diagnostic le plus probable? C'est l'embolie pulmonaire. Parce que j'ai tous les facteurs prédisposants en réalité à l'embolie pulmonaire. J'ai le fameux S1Q3, etc. Donc, c'est une embolie pulmonaire. Donc, comment confirmer une embolie pulmonaire? Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez le choix entre deux examens complémentaires. C'est l'angioscanner et la scintigraphie de ventilation-perfusion. D'accord? C'est les deux seuls qui vont me confirmer cette embolie. Notez que la scintigraphie, donc elle va rechercher un mismatch. Le mismatch, en fait, c'est le fameux espace mort, où j'aurai une ventilation qui sera normale, mais une perfusion qui sera altérée. En général, le cutoff, c'est 1. Si je trouve un mismatch, je dis que c'est une embolie pulmonaire. Donc ici, ça sera scintigraphie et angioscanner. Les dédimères, non. Ils vont plutôt m'aider à éliminer l'embolie pulmonaire. La radiographie du thorax, non. L'écho-cœur, on a dit que c'était un examen pour stratifier le risque. Et la coronarographie, non, bien sûr. Donc, ça sera 2 et 3. Troisième question. La prise en charge thérapeutique. Alors, anticoagulation curative par une HBPM en sous-cute, relais des J7 par des AVK, traitement par voie orale avec un anticoagulant direct seul, anticoagulation à poursuivre au moins 6 mois, indication de la pose d'un filtre cave. Alors ici, on revient au cas clinique. Je vais rechercher est-ce que mon patient est cancéreux. Donc c'est un patient qui est cancéreux, pas d'AVK. D'autant plus que le relais à l'Ovenox AVK, il se fait pas à J7.
il se fait entre 48 à 72 heures. D'accord? Donc, pas d'AVK. Une anticoagulation par HBPM, oui. AOD direct seul, je peux en réalité donner des AOD. Poursuivre en moins 6 mois, oui. Donc, normalement, c'est à vie, hein, d'accord? Normalement, c'est à vie. Indication de la pose d'un filtre cave, non. Ici, il n'y a pas réellement d'indication de la pose d'un filtre cave parce que le filtre cave, on l'indique quand on a une contre-indication aux anticoagulants, d'accord? Est-ce que ici on a une contre-indication aux anticoagulants? Eh bien, non. Je n'ai pas de syndrome hémorragique, je n'ai pas d'insuffisance rénale. Donc, notez que pour contre-indiquer des HBPM ou des AOD, il me faut en général un DFG qui soit inférieur à 30. D'accord? Donc, pas d'indication, je vais procéder par élimination. Donc, j'enlève ça. On enlève donc les AVK. Ça sera... Donc, normalement, c'est 1 et 4. Quatrième question. Les risques évolutifs de cette pathologie à court et à long terme en l'absence de la prise en charge. Est-ce que c'est l'état de choc cardiogénique? Eh bien oui, on a dit que c'était un petit peu le résultat d'une embolie pulmonaire massive, d'une embolie pulmonaire qui n'a pas été traitée, parce que j'aurai un VD qui sera très très dilaté, car il ne pourra pas en réalité éjecter le sang donc au niveau de l'artère pulmonaire, qui est siège d'un thrombus, d'accord? Donc il va aller comprimer mon VG, et du coup mon VG ne sera pas assez rempli, ça sera une adiastolie. Comme il ne se remplira pas assez, eh bien il ne pourra pas assurer un bon débit cardiaque, ça créera un état de choc cardiogénique. Est-ce que je pourrais avoir une hypertension pulmonaire précapillaire? Non. Plutôt oui, pardon. Donc oui, il faut savoir que toutes les causes pulmonaires donnent une HTP précapillaire et les causes cardiaques donnent une HTP postcapillaire. Ischémie des membres inférieurs, non. Accident vasculaire cérébral, non. En fait, lors de l'embolie pulmonaire, quand est-ce que je peux avoir un AVC? C'est lors de l'embolie paradoxale. Donc, je peux avoir une CIA, une CIV ou un FOP, d'accord? Si on vous cite ces éléments, votre thrombus en fait pourra passer vers le côté gauche, ce qui pourra causer un AVC. Mais ici, on ne nous a pas cité. Est-ce que le décès? Donc oui, le décès, c'est juste. Et donc en pratique, on dit que toute embolie pulmonaire compliquée d'un état de choc cardiogénique qui n'a pas été thrombolisée évoluera vers une mort subite. D'accord? Donc ici, c'est 1, 2 et 5. Cinquième question. Les mesures à prendre pour éviter cette complication, donc on parle de l'embolie pulmonaire, quelles sont les mesures à prendre? HBPM à titre préventif, oui, donc c'est du Lovenox 0,4 en général, 2 injections par jour. Des bas de contention, c'est juste aussi, mais c'est surtout en fait pour prévenir la TVP. TVP qui est la première cause d'embolie pulmonaire. Aspirine, absolument pas. Avec un non, on va pas les donner pour prévenir, c'est plutôt pour guérir en fait. Donc mobilisation active et passive pendant la période d'alitement, c'est juste. Donc c'est pour ça ici que bas de contention, en réalité c'est juste, mais pour ce QCM, non. Donc 1 et 5. Voilà. Donc on va passer au QCM. Premier QCM, donc quels sont les signes électriques qui peuvent se voir au cours d'une embolie pulmonaire? Donc vous devez les apprendre par cœur. Déviation gauche, c'est faux, donc j'aurai une déviation droite. Aspect S1Q3, oui, donc c'est un signe de déviation, justement. Indice de Sokolov supérieur à 35 mm, non. L'indice de Sokolov, en fait, il est utilisé pour diagnostiquer une HVG électrique. Lors de l'embolie pulmonaire, j'aurai plutôt une HVD, d'accord? Et l'HVD, en fait, je vais la retrouver soit dans l'embolie pulmonaire qui sera très très intense, massive, etc. Donc c'est rare que je la retrouve en réalité.
soit je vais la retrouver dans le cœur pulmonaire chronique, en fait. Le cœur pulmonaire chronique, c'est une complication de l'embolie pulmonaire qui est assez fréquente, surtout chez le sujet jeune, d'accord, et elle causera en général de l'HVD. Bloc de branche droit, qu'il soit complet ou incomplet, c'est juste. Pareil, c'est un signe de déviation, d'accord, c'est un signe de surcharge des cavités droites, tout simplement. Deuxième question, donc on peut proposer la prolongation de la durée de l'anticoagulation au cours de l'EP au-delà de 6 mois dans certaines situations. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait retenir cancer systématiquement, anticoagulation à vie. Il fallait retenir aussi la récidive des embolies pulmonaires, de la maladie thromboembolique en réalité, et aussi les thrombophilies. Donc le déficit en protéines C et S, c'est une thrombophilie. Le cancer et aussi les antécédents de P ou de TVP. Donc ici, c'est ça. C'est 1, 2 et 5. Ah, ils ont dit la réponse fausse. Il faut se concentrer quand on fait les QCM. D'accord. Bon, par rapport à la durée d'anticoagulation, donc on a dit que dans ces cas, il fallait anticoaguler à vie, mais en général, en pratique, on anticoagule 3 mois. D'accord? En général, c'est 3 mois. Et on va surveiller. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il faudra, après toute embolie pulmonaire ou TVP, rechercher l'étiologie. D'accord? Et comment rechercher l'étiologie? Eh bien, ça sera un examen clinique détaillé, un examen clinique profond. D'accord, et des examens complémentaires qui vont vous orienter vers une certaine étiologie. C'est-à-dire, si je suspecte une néoplasie, je vais orienter vers un spécialiste qui va procéder à des examens complémentaires, etc. Donc, il faut rechercher l'étiologie lors d'une embolie pulmonaire ou d'une TVP. D'accord, ça fait partie intégrante, de la prise en charge pour savoir la durée de mon anticoagulation et aussi pour prévenir les récidives. Troisième question, la cause la plus fréquente d'HTP post-capillaire, donc ici c'est la réponse juste. Donc post-capillaire, on a dit que c'était toutes les causes gauches. L'embolie pulmonaire est une cause droite. L'insuffisance cardiaque gauche, oui. Apnée du sommeil, hypertension portale, fibrose pulmonaire, ce sont des causes droites. Donc on répète, cause droite c'est précapillaire, cause gauche c'est post-capillaire, c'est facile. Quatrième question. L'examen de référence pour confirmer une HTP, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le cathétérisme cardiaque droit. D'accord? L'écho-cœur m'aide tout simplement pour m'orienter en fait. Parmi les signes électrocardiographiques suivants, lesquels sont en faveur du diagnostic de P, donc on va les apprendre ici, directement. Microvoltage diffus, c'est lors de la tamponnade. Je pense que vous le savez. Sixième question. En cas d'embolie pulmonaire confirmée, quelle stratégie thérapeutique adoptez-vous? Cochez les réponses fausses. Donc, l'initiation peut se faire avec de l'énoxaparine, c'est le Lovenox, à la posologie de 100 unités kilo, toutes les 12 heures en sous-cutané. Alors oui, c'est la dose habituelle qu'on donne, d'accord? Donc, le Lovenox 2 fois par jour à dose de poids. C'est juste. Les AVK sont préférés aux AOD? Non. En fait, en général, on préfère les AOD. D'accord? Il y a que quelques situations où on va préférer les AVK. En réalité, c'est lorsque on a une insuffisance rénale, car les AOD sont contre-indiqués lors d'une insuffisance rénale à DFG inférieur à 30 et aussi lors de l'anticoagulation des porteurs de prothèses mécaniques en réalité. Pourquoi? Alors tout simplement parce que les prothèses n'ont pas d'AMM pour l'utilisation des AOD et aussi parce que chez les porteurs de prothèses, en fait, on aime bien surveiller l'INR. C'est très très important de surveiller mon anticoagulation. Et les AOD, en fait, je peux pas trop les surveiller. Il n'y a pas trop de moyens disponibles, surtout en Algérie, pour les surveiller. D'accord? La thrombolyse est indiquée en cas d'état hémodynamique stable. Non, on a dit que c'était lors de l'état de choc. L'INR cible sous AVK est entre 2 et 3. Donc ici, vous devez apprendre aussi l'INR cible. C'est très, très important. C'est entre 2 et 3. Le filtre cave est recommandé en cas de contre-indication
indication aux anticoagulants, c'est juste. Donc les réponses fausses, c'est ça. Donc retenez qu'en cas de contre-indication aux anticoagulants, le filtre CAV, qui est une intervention chirurgicale en général, elle est indiquée. On a aussi, donc lors de la contre-indication, par exemple de la thrombolyse, en fait c'est les mêmes contre-indications que vous avez lors du syndrome coronaire aigu. Ici, il y a aussi l'embolectomie. Donc l'embolectomie, elle peut être radiologie interventionnelle, elle peut être aussi chirurgicale. D'accord. Il y a d'autres moyens qu'on peut utiliser pour traiter une embolie pulmonaire. Septième question, donc concernant les aspects radiologiques retrouvés dans une embolie pulmonaire, toutes ces propositions sont justes sauf une laquelle. Donc les signes qu'on retrouve en général au téléthorax, il faut savoir qu'ils sont rares en général. C'est plus pour le folklore, je dirais, parce qu'en pratique, on les voit pas très très souvent et on ne demande pas en réalité une radiographie du thorax lors d'une embolie pulmonaire, sauf dans le cas où, par exemple, vous avez une embolie pulmonaire et votre patient vous fait de la fièvre. D'accord. Donc, mon patient me fait de la fièvre, il me fait une hémoptysie, une toux, après que j'ai commencé mon anticoagulation en réalité. Alors ici, je serai dans l'obligation de suspecter le fameux infarctus pulmonaire. D'accord. Le fameux infarctus pulmonaire, il se manifeste en général par une opacité, qui est triangulaire à la radio du thorax. Donc là, je suspecte ça, je demande la radio du thorax, je confirme que c'est un infarctus. Je fais quoi? J'ajoute tout simplement de l'augmentin pendant 10 jours. Tout simplement, d'accord? Il se traite très très facilement. Donc, une radiographie thoracique normale permet d'éliminer le diagnostic de P. C'est absolument faux. Donc, le seul examen et encore qui peut m'éliminer une embolie pulmonaire, c'est l'angioscanner, d'accord? Un ECG normal, pareil, ça n'élimine pas une embolie pulmonaire. Je peux retrouver un épanchement pleural, oui. En fait, un épanchement pleural, ça témoigne tout simplement de l'inflammation de la plèvre. Ici, votre épanchement, ça sera en général un exsudat. Opacité pulmonaire triangulaire, on a dit que c'était beaucoup plus l'infarctus. Atélectasie en bande, oui. En fait, la télectasie, c'est aspécifique. Donc, tout ce qui est pulmonaire en général, ça donne de la télectasie. Surélévation d'une coupole diaphragmatique, ça définit la télectasie. Dans l'embolie pulmonaire, 8e question. Dans l'embolie pulmonaire, cochez les réponses fausses. La prise de pilules œstroprogestatives la favorise, oui. C'est un risque, c'est un facteur thromboembolique très très connu. D'accord. En général, même si c'est une femme jeune avec très peu de facteurs de risque, si elle prend cette fameuse pilule, eh bien, elle peut développer une embolie pulmonaire. D'accord. Pour vous montrer en fait entre guillemets, la puissance thromboembolique de la pilule œstroprogestative. Vous avez aussi noté que chez la femme enceinte elle-même, donc la grossesse est un facteur de risque thromboembolique aussi. Voilà. Le dosage des dédimères est recommandé pour le diagnostic lorsque la probabilité est élevée. C'est faux. Jamais de dédimères quand je suspecte fortement une embolie pulmonaire. D'accord. En fait, les radiologues, ils nous demandent souvent de faire des dédimères en réalité en pratique quand on suspecte une embolie pulmonaire avant de faire l'angioscanner. Bien, c'est complètement faux. Vous êtes dans le droit de demander, vous êtes plutôt dans l'obligation de faire un angioscanner sans dédimère lorsque vous êtes sûr que c'est une embolie pulmonaire. D'accord. Après, si votre patient, par exemple, présente une allergie à l'iode, etc., ici, vous pouvez prémédiquer. Donc, en général, comment on prémédique? On donne tout simplement des antihistaminiques. Donc, on donne de l'HHC à forte dose avec des corticoïdes et on fait notre angioscanner, d'accord? Parce qu'ici, eh bien, le pronostic vital prime sur cette allergie en réalité. Pareil pour l'insuffisance rénale. Donc, vous présentez votre patient en néphrologie, par exemple. Il fait son injection, ensuite il va se faire dialyser. D'accord? Donc retenez bien qu'en médecine, le pronostic vital prime toujours sur tout le reste. D'accord? Je suis devant une embolie pulmonaire, je suis dans l'obligation de confirmer cette embolie pulmonaire par un angioscanner, eh bien ça passe avant tout le reste. D'accord? Parce qu'en réalité, je ne vais pas pouvoir thromboliser mon patient si je n'ai pas de preuves. C'est médico-légal. Le traitement et l'anticoagulation, c'est juste. La grossesse est un facteur de risque, c'est juste aussi. La thrombolyse est utilisée dans le cas d'une embolie pulmonaire à risque intermédiaire, c'est faux. On a dit que c'était donc ça.
Dernier QCM, la thrombolyse est indiquée en cas d'embolie pulmonaire. Est-ce que c'est dans tous les cas? C'est faux. En cas d'état de choc, oui. En cas de polypnée, en cas de surgence végiculaire, bon, en réalité, c'est juste devant l'état de choc, d'accord. Mais je vous ai dit que c'était un petit peu paradoxal en pratique. Si, par exemple, le patient présente une insuffisance cardiaque droite, est-ce qu'il risque pas ensuite de me faire un état de choc? Mais bon, vous répondez toujours état de choc. Voilà. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ce qu'on va faire pour l'embolie pulmonaire. On a résumé le cours, on a donné les notions essentielles en QCM. Les autres QCM, donc je les ai vus à peu près, c'est du répétitif. Pareil pour les cas cliniques, hein, c'est les mêmes cas cliniques qui se répètent. Donc voilà, si vous avez des questions, envoyez-les-moi. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis bon courage pour vos examens. Donc voilà, je reste à votre disposition. Au revoir et bonne soirée à tous.